Maintenant, j'appelle Samuel Bonvoisin. Donc, vous êtes agronome, consultant et formateur en conception de systèmes régénératifs. Il faudra nous donner une définition, ce n'est pas forcément connu par tout le monde. Et vous allez nous parler justement des plantes comme élément structurant du cycle de l'eau. Merci beaucoup et merci Mickaël. Alors pas facile d'être le 7e intervenant de la journée, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi je me suis régalé, donc déjà merci pour tout ce qui a été partagé aujourd'hui, et je pense qu'il y a des petits liens aussi encore, et donc c'est chouette, je suis content de continuer à participer, à tisser cette nouvelle vision qui est en train d'émerger. Il y en a certaines parmi vous qui m'ont déjà entendu un peu sur le même thème à la journée Végétal Connect à Angers ou à la journée eau qui a été organisée le 8 janvier dernier par Verdir. Donc par avance, désolé pour la redite, mais j'ai besoin de repartir un petit peu de la base. Ça va, tout est OK? Ça résonne un peu? J'ai une zapette. À droite pour faire passer. Ah, génial. Et au milieu pour pointer. Waouh, c'est dompter la technologie, a dit Mickaël. Donc, voilà, donc je m'appelle Samuel Bonvoisin, je vis dans la Drôme, je suis ingénieur agronome de formation. Je me suis intéressé tôt à l'agroforesterie, à la place de l'arbre dans les écosystèmes, particulièrement dans les agroécosystèmes. J'ai participé, j'ai fondé l'association drômoise d'agroforesterie, un bureau d'études qui s'appelle Permalab et qui fait de la conception de paysages régénératifs. Je vais venir sur les termes après. Je participe aussi à l'association BioVallée qui porte le projet de transition écologique de la vallée de la Drôme, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et puis, un peu plus récemment, ces 3 dernières années, j'ai travaillé pour une structure qui s'appelle Les Alvéoles, qui est à la fois une pépinière agroforestière, un centre de formation et un bureau d'études aussi. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai cofondé l'association pour une hydrologie régénérative. Et aujourd'hui, la thématique de l'eau et de sa gestion et des interactions entre paysage, climat et cycle de l'eau est devenue complètement centrale dans mon activité professionnelle, au point que aujourd'hui, je fais quasiment plus que ça depuis quelques mois. Et j'en suis très content. Alors je parle aussi, pour vous donner un petit peu d'autres éléments un peu sur moi, je tiens à dire que voilà, ce que j'amène dans mes interventions, et donc aujourd'hui c'est valable, et c'est la règle des 3 P, partiel, parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai la possibilité de vous partager, partial, parce qu'évidemment c'est par le prisme de ma propre subjectivité, et temporaire, parce que j'apprends des choses tous les jours, et encore aujourd'hui c'est une excellente occasion, et donc ça fait aussi mûrir un peu mes réflexions et ma façon de présenter ces différents sujets. Qu'est-ce qu'on va voir? Principalement, on va parler des cycles de l'eau, et mon but c'est d'essayer de créer un petit décalage. On a parlé à l'instant d'essayer de changer de manière d'aborder les sujets. Ça fait vraiment partie des choses que j'essaie de faire et de participer à faire. Alors il y a une partie d'entre vous qui est sûrement déjà avertie sur les sujets que je vais aborder, peut-être une partie d'entre vous qui va aussi un peu découvrir ces sujets-là. En tout cas, ça fait jamais de mal de revenir là-dessus. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle maintenant la nouvelle représentation autour des cycles de l'eau. Alors je mets nouvelle un peu entre guillemets parce que c'est une vision qui émerge depuis à peu près 25 ans et un peu plus depuis 15 ans, mais qui n'a pas encore suffisamment émergé parce que elle est absente notamment par exemple des manuels scolaires. Donc on a besoin de continuer à la propager, à la faire exister. Et je pense que typiquement, on est dans des professions où on a encore plus besoin que ça avance plus vite et très vite. Donc on va aussi besoin de dialoguer assez vite avec les personnes qui font notamment les programmes scolaires, et aussi particulièrement dans les lycées agricoles et tous les lieux où on forme particulièrement des gens qui vont être en lien avec le végétal. Donc là, il y a un gros enjeu autour de ça. Et puis on va rentrer un petit peu tout doucement vers la notion d'hydrologie régénérative, et ça va être un peu ça le fond de mon propos, avec un fil conducteur que je vais essayer de tisser. Alors quand j'ai préparé et envoyé ma présentation, c'était il y a quelques jours, j'avais pas encore entendu ce que j'ai entendu ce matin, et du coup ça m'a donné envie de vous parler un petit peu d'autre chose. J'espère que j'aurai le temps de le faire en lien, et faire quelques petits rebonds avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, la nouvelle représentation des cycles de l'eau, on va partir de la question la plus simple et la plus triviale pour essayer d'aborder cette thématique. C'est quoi le point commun entre ces différents événements, les sécheresses, l'assèchement des cours d'eau, les inondations, les incendies?
Et ben, tout ça est en lien avec la dégradation de ce qu'on appelle les cycles de l'eau verte. Alors, ce n'est pas lié que à ça, d'accord ? Ce matin, on a vu notamment que c'était lié aussi aux concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est une des autres causes de la dégradation des cycles de l'eau, parce qu'il y a des liens forts. Vous savez aussi que l'eau, c'est peut-être le plus puissant gaz à effet de serre. Mais il y a une autre cause un petit peu qui est en lien avec tout ça et qui est beaucoup plus liée à la façon dont on aménage nos territoires, dont on aménage nos paysages, et qui est en fait liée à un concept qui porte différents noms, mais moi je vous propose qu'on l'appelle pour ce temps de cet après-midi le concept de l'eau verte. Alors c'est quoi l'eau verte ? Alors c'est une scientifique suédoise, s'appelle Malin Falkenmark, qui a proposé cette terminologie il y a 25 ans. Donc, elle a opposé l'eau bleue, qui est l'eau issue de l'évaporation depuis les grandes masses océaniques, et l'eau verte, qui est l'eau de précipitation, qui est issue de l'évaporation des sols et de la transpiration des végétaux. Alors pourquoi c'est important de distinguer l'eau bleue et l'eau verte ? En fait, c'est simplement, ça va nous aider à réaliser quelque chose qui est quand même assez important, qui est le fait que selon la littérature, vous trouvez entre 55 et 63% de l'eau de précipitation continentale à l'échelle planétaire, c'est de l'eau verte. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une majorité d'eau de précipitation sur les continents dans le monde qui vient de l'évaporation des sols et qui vient des végétaux. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que la façon d'aménager nos paysages, la façon dont on va végétaliser les espaces, où on va enlever de la végétation dans les espaces, va avoir une conséquence directe, même si pas complète, vous l'avez compris, sur la façon dont il va pleuvoir. Et ce que nous disent les scientifiques depuis ces dernières années, alors peut-être tout le monde connaît ce schéma-là des frontières planétaires, sinon vous irez voir, on les appelle les limites, le terme de frontière est un peu plus adapté. Les frontières planétaires, c'est quoi ? C'est une façon de cartographier là où on en est, on va dire, dans la perturbation d'un certain nombre de phénomènes qui font cette mécanique, notamment de l'habitabilité, qui garantissent l'habitabilité de la planète à travers différents thèmes, dont un des thèmes qui est décrit, c'est les cycles de l'eau. Et vous voyez là dans le petit rond que ils ont distingué, alors on voit pas très bien, mais ils ont distingué eau bleue et eau verte. Et donc, on a eu l'année dernière des travaux de l'Institut pour la résilience de Stockholm qui ont annoncé qu'on avait franchi la 6e limite planétaire, qui est la limite des cycles de l'eau verte. Donc, on a dégradé les cycles de l'eau verte à l'échelle planétaire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus des paysages qui recyclent efficacement les précipitations. Ça, c'est un terme qui est utilisé en climatologie, le recyclage des précipitations. On considère, alors c'est un ordre de grandeur, un ordre d'idée, que quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, l'eau de pluie qui arrive sur les continents, elle est renvoyée vers l'atmosphère. Une même molécule peut être envoyée jusqu'à 5 à 6 fois, donc être recyclée jusqu'à 5 à 6 fois en moyenne avant de retourner à l'océan. Et quand on n'a plus ces infrastructures, en tout cas les paysages qui permettent ça, quand les cycles se dégradent, on a une réduction du nombre de cycles et on a une réduction de la quantité d'eau qui est recyclée au total. Et donc on a un déséquilibre qui s'installe avec de plus en plus une dépendance à la présence d'eau bleue, donc d'eau directement issue de l'évaporation des grandes masses océaniques, par rapport à l'eau verte. Or, l'eau verte, c'est ça qui garantit une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace. Ce que nous disent les climatologues, c'est qu'en fait, quand on a ce recyclage des précipitations qui est efficace, on va avoir moins de périodes de sécheresse dans l'année, on va avoir moins de gros épisodes pluvieux, et donc on a quelque chose qui est un peu plus propice pour le développement de la vie, alors que quand ça se dégrade, on se retrouve avec ce qu'on connaît actuellement et qui défraie régulièrement notre actualité locale et puis aussi internationale. Alors comment on a fait ça ? Alors de plein de manières différentes, je vais passer très vite. Le but, c'est pas de s'apitoyer ou de critiquer ce qui s'est passé. Moi, je suis fils d'agriculteur et j'ai pas du tout envie de me fâcher avec mes aïeux. Le but, c'est simplement de poser un regard un peu pragmatique sur la situation dans laquelle on est et essayer de trouver les meilleures solutions. Donc moi, je suis vraiment pour ça, de regarder de l'avant, essayer de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire différemment de ce qu'on a fait jusque-là. Donc en matière d'eau, on a été plutôt relativement
logique dans notre manière de fonctionner. Alors j'ai pris des exemples qui sont surtout dans les 70 dernières années, mais en fait ça fait longtemps. Il y a plein d'exemples depuis l'Antiquité de programmes pour essayer de chasser l'eau des paysages. D'accord. Alors plus récemment, on a eu le remembrement. Donc voilà, vous connaissez ces chiffres, hein, 750 000 km de haies, 1 million de petits points d'eau temporaires ou permanents, mares, bassins, étangs, etc., qui ont été supprimés, 50% des zones humides du pays qui ont été asséchées. Donc voilà, ça nous donne des paysages qui évoluent à assez grande vitesse, et on est confronté à un phénomène qui est le syndrome de la référence changeante. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce concept. Ça veut dire qu'en fait, les paysages qui évoluent, en fait, on grandit avec les nouveaux paysages. La génération qui arrive derrière sans forcément avoir la perception du fait que le paysage dans lequel elle a grandi a changé par rapport à ce qui se passait pour ses parents ou ses grands-parents. Et donc, on ne regrette pas aujourd'hui les haies qui ont disparu, ou les mares qui sont plus présentes, ou les infrastructures paysagères qui étaient là, parce que tout simplement, on les a pas connues. Et donc, ça fait que petit à petit, génération après génération, en fait, on crée des nouvelles formes de normalité. Il y a des liens avec l'histoire de la fenêtre d'Overton aussi, puisqu'en fait, on se range il n'y a plus de radicalité présente par les anciens qui sont là pour dire, mais tu sais qu'en fait, avant, ici, dans ce territoire, il y avait ci, il y avait ça, il se passait des tas de choses qui aujourd'hui ont complètement disparu. Un autre exemple, c'est lié à l'agriculture. Alors forcément, moi, c'est mon domaine en tant qu'ingénieur agronome. Quelques petites choses. Le sol, ça se construit. Avec une personne qui a lancé tout à l'heure une invitation à s'inquiéter de nos sols. Le sol se construit à un rythme qui est à peu près... on construit 2,5 le vivant. Les forêts construisent 2,5 cm de sol tous les 200 à 1000 ans, selon si on est proche de l'équateur ou proche des pôles. Aujourd'hui, c'est ce qu'on perd selon la FAO dans les pays où l'agriculture s'est industrialisée tous les 16 ans en moyenne. Donc ça veut bien dire, alors évidemment il y a des disparités, si on est dans des régions avec des prairies permanentes, c'est pas du tout pareil que si on est en train de faire des cultures avec du labour, mais ça donne un peu une idée de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Alors ça sera peut-être un petit peu moins dramatique pour les régions qui ont encore de la profondeur de sol. Dans la région où je suis, dans la Drôme, il y a des endroits où typiquement nous sur la pépinière où j'ai travaillé, on a une très faible profondeur de sol, donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce régime-là pendant très très longtemps. En termes de stockage d'eau, 1% de matière organique en plus dans le sol, en moyenne, c'est 250 mètres cubes de flotte qui peut être stockée. Alors, c'est des moyennes, évidemment, ça dépend des types de sol, vous savez ça. Mais ça donne aussi un peu une idée, vu qu'on est passé de 4% en moyenne en France de matière organique à 1,5% depuis l'après-guerre. Ça vous donne une idée de cet immense réservoir qui a déjà disparu. Du simple fait que on ne s'est pas vraiment occupé jusque-là, ça commence, mais de questions de matière organique, et qu'on s'est plus intéressé vraiment à ce sujet. Moi, pendant mes études, on va dire au début des années 2000, les questions de pédologie et de dynamique de sol, de vie de sol et de matière organique dans le sol étaient assez peu présentes. Pourtant, j'ai quand même passé 5 ans sur les bancs de l'école. Si on sort de l'agriculture et qu'on va vers la gestion des cours d'eau, vous connaissez ça, recalibrage, requalification, rectification. Alors tout ça, c'est des choses qui ont un peu disparu quand même il y a un petit moment maintenant, ça se fait plus trop. On sent que les choses ont commencé quand même déjà pas mal à avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment toujours dans cette logique de faire en sorte de chasser l'eau le plus vite possible des paysages, de la renvoyer vers le bas des pentes. Et donc, du coup, ça nous amène tout doucement à observer que finalement, aujourd'hui, on observe qu'il y a des ruptures à l'échelle planétaire dans les cycles de l'eau verte. On sait qu'il y a un lien entre les cycles de l'eau verte et les phénomènes climatiques qu'on a aujourd'hui. Et on sait que notre impact sur les paysages, il n'est pas négligeable, et que du coup, on peut provoquer des perturbations des cycles de l'eau à travers les choix qu'on fait au niveau collectif. Donc, partant de ce constat et voyant un petit peu comment les choses se font, on va s'intéresser finalement à comment ça fonctionne, ces cycles de l'eau verte. Et c'est là où on peut découvrir quelques petites choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous aider à faire des choix en matière d'infrastructures, puisqu'on parlait d'infrastructures végétales, d'infrastructures vertes, et puis aussi en termes derrière de choix, de palettes, etc.
Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vu ce documentaire sur Arte l'année dernière qui est sorti sur les rivières volantes en Amazonie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller le voir. Il donne vraiment il donne de la visibilité en fait, à cette notion d'eau verte qui peut sembler assez difficile à aborder quand on grandit dans des régions comme ici, où en fait, on a peu l'occasion de voir matériellement la végétation transpirer et les conséquences que ça peut avoir sur la pluviométrie, sur le climat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qui se passe dans la photo de droite. Là, alors on est au niveau de la canopée de grandes forêts naturelles. Et en fait, on voit qu'on a un paysage qui n'est pas lisse. On a un paysage qui est plutôt rugueux, avec des disparités de température. Il y a des zones de la forêt qui vont se réchauffer un peu plus vite, d'autres un peu moins vite. Et donc, on va comme ça avoir des interfaces entre différentes masses d'air, et ce qui va provoquer des vents, notamment des vents convectifs. Donc en fait une circulation de l'humidité qui va permettre un renvoi efficace de l'eau vers la partie supérieure de la troposphère, c'est-à-dire là où se forment les nuages. Alors je précise que je ne suis pas du tout climatologue, donc j'ai essayé de comprendre ces phénomènes-là, comme peut-être certains d'entre vous essaient de le faire, et que du coup, voilà, je suis encore un petit peu en train d'étudier tout ça. Mais c'est des choses qui sont relativement bien décrites aujourd'hui et qui font l'objet d'un consensus scientifique au niveau international. Donc cette histoire de rugosité du paysage aujourd'hui, elle est beaucoup étudiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les paysages qui sont lisses, qui sont aménagés de manière différente, n'ont pas du tout les mêmes propriétés en termes de renvoi de l'humidité dans l'atmosphère, et donc ne provoquent pas vraiment les mêmes choses en matière d'alimentation des cycles de l'eau verte. Et donc souvent l'idée la façon d'en parler que j'utilise, c'est le fait de parler de motifs en boîte à œufs. Les motifs en boîte à œufs, on en a déjà qui existent dans nos paysages, ou qui existaient plus exactement, puisqu'il y en a quand même de moins en moins, typiquement les paysages de bocage. Mais en fait, quand on regarde la façon dont les paysages s'organisaient spontanément, et il y a quelqu'un ce matin qui en a parlé un petit peu, avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, en fait, on avait des paysages qui étaient diversifiés, avec des zones de prairies, des zones de forêt, et donc un morcellement, une sorte de mosaïque, un maillage assez hétérogène de végétation. Donc, on est héritier en quelque sorte de ça, de ces formes-là, de ces mélanges de paysages qui permettent du coup ces rencontres entre des surfaces qui vont se réchauffer plus vite pendant la journée et d'autres qui vont se réchauffer moins vite. Et donc, ces mouvements convectifs et ces renvois d'eau vers l'atmosphère, vers la partie supérieure de la troposphère. Alors, il y a un autre phénomène qui accompagne la végétation et les paysages ne font pas que renvoyer de l'eau dans l'atmosphère, mais ils participent à envoyer un certain nombre de particules, d'aérosols. Alors, ce sont tout type de choses. Les végétaux renvoient dans l'atmosphère des bactéries, des virus, des spores de champignons, des pollens. Et ces particules qui sont présentes dans l'atmosphère ont plus ou moins un effet qui est intéressant à observer, qui est ce qu'on appelle les noyaux de condensation et les noyaux glaçogènes. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie tout de suite vers... j'ai eu la chance d'accueillir pour un webinaire en novembre dernier Cindy Morris, qui est directrice de recherche à l'INRAE d'Avignon, qui est spécialisée en phytopathologie et qui est une des spécialistes en France de ce qu'on appelle les déclencheurs biologiques de la pluie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de noyaux de condensation ? Alors moi, on m'avait expliqué quand j'étais à l'école primaire, il y avait un autre gamin de CM1 qui m'avait dit « mais tu sais qu'au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de sable ». Et donc j'avais regardé en me disant « ouf, lui, il n'a pas fait des grandes études, il y a une chance sur deux pour qu'il soit en train de me raconter un énorme bobard ». Voilà, et j'en étais resté à peu près là, jusqu'à récemment où je me suis réintéressé au sujet et où j'ai rencontré notamment les personnes qui travaillent sur ces sujets de déclencheurs biologiques de la pluie, ou déclencheurs de la pluie en général, pour découvrir que oui, c'est tout à fait vrai, et qu'en fait, il y a même des choses très bien documentées, étudiées sur le sujet depuis à peu près 50 ans. Et particulièrement, on a beaucoup étudié une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae. Et cette bactérie est considérée comme étant vraiment la championne toute catégorie des noyaux glaçogènes. Alors c'est quoi les noyaux glaçogènes ? En fait, les nuages ne se forment pas comme ça n'importe où dans l'atmosphère, et ils se forment là où il y a des conditions
qui sont réunis. Donc, il y a ce qu'on connaît traditionnellement, c'est des histoires de pression atmosphérique et de température. Mais en fait, il y a aussi des phénomènes qui sont facilitants pour la formation des nuages et pour aussi l'organisation des pluies. Et c'est la présence de ces aérosols, de ces particules qui sont présentes dans l'atmosphère, en plus ou moins grande quantité, et qui vont participer à créer ça. Et il se trouve que Pseudomonas syringae, cette bactérie, en fait, permet la formation de la pluie dans des conditions de température et de précipitation qui sont beaucoup plus faciles à rencontrer que s'il n'y avait pas de particules ou s'il y avait d'autres particules présentes dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi ? Et l'autre élément, évidemment, qui peut-être manque à notre petite description de Pseudomonas syringae, c'est qu'elle vit sur les feuilles des végétaux. Et donc, forcément, la présence de végétation et la présence de végétation capable de renvoyer des masses de vapeur d'eau vers l'atmosphère va aussi renforcer la possibilité d'avoir de la formation des nuages et d'avoir la formation des pluies par la présence de Pseudomonas, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, syringae. Voilà, alors ça c'est un petit schéma qui a été fait par Cindy Morris. Alors on est le point de départ de ce petit schéma, c'est le village où se trouve la pépinière des alvéoles dans la Drôme, d'accord. Et puis donc elle a regardé tout simplement le déplacement d'une masse d'air sur 24 heures pendant un mois, juste pour voir en fait où cette humidité et ces bactéries qui sont renvoyées dans notre espace qui a été organisé pour renvoyer l'eau vers l'atmosphère a des chances de le pleuvoir. Et en fait, statistiquement, c'est à moins de 200 km de chez soi. Ça peut être quasiment sur place si les conditions sont réunies, jusqu'à 200 km. Et puis après, évidemment, en fonction des dominantes de circulation d'air. Donc, en France, en général, ça sera plutôt d'ouest en est, du fait du jet stream et donc des histoires de force de Coriolis et de transport de l'air dans la haute atmosphère. Mais après, il peut y avoir des phénomènes mésoclimatiques, comme dans la vallée du Rhône, où du coup, nous, on alimente plutôt vers le bas de la vallée. Voilà, donc ça donne un peu une idée aussi un peu géopolitique, c'est-à-dire finalement, si on se met à avoir des paysages qui sont efficaces pour faire de la pluie, où est-ce que ça va avoir des conséquences ? Et puis si au contraire, en fait, on transforme les paysages pour retirer de la végétation fonctionnelle, remplacer, je vais prendre quelques exemples un peu triviaux, mais remplacer des forêts de feuillus par des forêts de résineux qui évapotranspirent 2 fois moins, par exemple, ça va avoir des conséquences climatiques au niveau local et régional. Si on remplace des cultures qui font de l'évapotranspiration, des cultures agricoles qui font de l'évapotranspiration en été par des cultures qui sont sèches ou qui ont déjà été retournées et en fait on est déjà avec du sol nu en été, ça va avoir des conséquences. Si on a une ville qui a une emprise et imperméabilise une zone de façon importante à un endroit plutôt qu'une ville qui est plutôt perméable et qui peut permettre aussi d'alimenter les cycles de l'eau verte par une présence importante d'une végétation et des architectures paysagères qui sont efficaces pour le renvoi vers l'atmosphère, ça va avoir des conséquences aussi géopolitiques au niveau local et régional. Alors on va rentrer encore un tout petit peu dans les cycles de l'eau et cette fois-ci à beaucoup plus petite échelle, à l'intérieur même d'un écosystème de type, là en l'occurrence forestier. Dans les forêts naturelles, la végétation qui accède à la lumière, elle n'a pas de difficulté pour produire des sucres et pouvoir se développer, elle fait de la photosynthèse. Mais pour les plantes qui sont en situation d'être dans des zones ombragées ou semi-ombragées, c'est pas la même histoire. Elles trouvent des stratégies qui peuvent être différentes. Et une des stratégies, c'est la stratégie des plantes condensatrices. Alors le lierre est un excellent exemple de plante condensatrice. Qu'est-ce qu'elles font ces plantes ? En fait, elles recyclent la transpiration des arbres de la canopée et elles restituent aux arbres qui ont transpiré au départ une partie de leur eau, en échange de quoi ces arbres acceptent de leur céder des sucres. Donc on a là une stratégie qui est vraiment hyper intéressante pour les arbres en question, puisqu'ils vont récupérer une partie de ce qu'ils vont transpirer. Et donc plus on se rapproche des moments de canicule, des moments où il fait très chaud, plus ça transpire, et donc aussi plus le recyclage est actif. On considère que la quantité d'eau qui peut être récupérée par ces stratégies de recyclage et d'alliance avec les plantes condensatrices peut être à peu près l'équivalent de la pluviométrie annuelle.
Donc chez moi, où il pleut, comme d'ailleurs en Angleterre, 700-750 mm par an, en fait, les arbres de forêt multi-étagés vont pouvoir bénéficier des 700 mm de pluie, plus encore 700 mm grâce à leur alliance avec les plantes condensatrices. Si on a déjà remplacé les feuillus par les résineux, je l'ai déjà évoqué, on a déjà beaucoup moins d'eau qui est en circulation puisqu'on a coupé déjà la pompe hydraulique de moitié au départ. Et si en plus de ça, on n'a pas de sous-bois, ce qui est souvent le cas dans les forêts de résineux, ou bien on a des stratégies de lutte contre la propagation des incendies de forêt qui nous obligent à débroussailler les sous-bois, ou encore qu'on est dans une société qui voit d'un mauvais œil la propagation du lierre parce qu'il y a la croyance populaire que le lierre étouffe les arbres et que en fait, c'est une mauvaise plante, et on se retrouve en fait avec des forêts qui sont avec la moitié, voire un quart de la capacité habituelle de captation d'eau qu'ils peuvent avoir dans les systèmes naturels. Et donc on a des écosystèmes qui sont en déroute, comme les gens qui s'intéressent à l'avenir de la forêt française sont en train de nous en informer. Donc, les cycles de l'eau verte, ce sont des processus complexes qui s'organisent, on l'a vu, à grande échelle, mais aussi à toute petite échelle avec des stratégies de multi-étagement, etc. Ça fait intervenir les arbres, les champignons, les bactéries, donc on voit qu'il y a de la complexité là-dedans. Et donc, on va devoir repenser l'aménagement de notre territoire. Alors, au début, quand je faisais ces interventions-là, je parlais un peu sur le ton de la blague de faire un nouveau remembrement. En fait, ça s'est transformé en plus du tout une blague. Je pense qu'il va falloir faire un nouveau remembrement parce qu'il va falloir repenser l'intégralité de la circulation de l'eau dans nos paysages pour essayer de faire en sorte d'inverser cette tendance, qui a été la tendance qu'on a accentuée ces 70 dernières années, en chassant l'eau des paysages et en retirant les infrastructures qui permettent d'alimenter efficacement les cycles de l'eau. Comment on va faire ça? Et c'est là qu'intervient la notion d'hydrologie régénérative. Alors le terme est peut-être bien mal choisi, bref, c'est un choix qu'on a fait avec les collègues il y a 1 an et demi de mettre ce terme-là. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça parle d'hydrologie, donc de la science de la gestion de l'eau. Au service de quoi? Au service de la régénération. Le but, c'est pas simplement de s'adapter à une situation en fait, où on a un manque d'eau, où on pompe de plus en plus dans les nappes, et puis du coup ça assèche, etc. Et en fait on a une situation qui se détériore. Le but c'est d'inverser cette tendance, de faire en sorte de nous offrir un autre avenir que celui de se préparer à vivre dans le désert de la France. Alors il y a 4 principes, vous allez voir, c'est pas sorcier, derrière le nom un peu barbare. Il y a 4 principes, ralentir, infiltrer, stocker et évapotranspirer. Voilà. En gros, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris sur l'hydrologie régénérative. Et après, ce sont du jus de cerveau, quoi. On va réfléchir, on va s'organiser, on va essayer de trouver, on va essayer de mettre les bonnes politiques publiques en place, former les bons professionnels pour pouvoir faire ça. Alors bon, ralentir, vous imaginez, là on voit bien sur le schéma à peu près comment on peut faire. Alors beaucoup de mes exemples et de mes photos sont prises sur des territoires plutôt, enfin en tout cas dans des paysages plutôt ruraux ou des paysages agricoles, c'est des formations professionnelles. Je vous laisse le soin d'essayer et peut-être dans les questions et dans les échanges qu'on aura d'appliquer ça aussi sur le milieu urbain. Mais donc vous voyez, voilà, en gros on va rallonger le chemin de l'eau, faire en sorte d'essayer que l'eau parte le plus lentement possible vers le bas des pentes, essayer d'avoir le plus possible de stratégies pour que cette eau, elle puisse avoir le temps de s'infiltrer. Et donc ça, c'est la deuxième étape, s'infiltrer. Donc là, rôle hyper important du sol dans sa capacité d'infiltration. Donc il y a plein d'endroits où il faut juste simplement recréer du sol parce qu'il n'y en a plus. Il y a plein d'endroits où il faut désartificialiser les sols parce que même dans les parcelles agricoles aujourd'hui, on a des grosses problématiques liées au fait qu'on utilise des engins de plus en plus lourds, liées au fait qu'on a des sols nus en partie dans l'année. Et donc, du coup, on a des phénomènes de croûte de battance, des phénomènes qui sont très répandus aujourd'hui et contre lesquels on a du mal encore à s'organiser de façon efficace. Alors là où c'est un peu plus touchy, c'est sur la question du stockage. J'ai mis une petite astérix parce qu'il ne faut pas se mépendre. L'idée, quand on parle de stocker de l'eau en hydrologie régénérative, c'est stocker l'eau directement dans le paysage. D'accord ? Ça veut dire quoi de stocker l'eau directement dans le paysage ? Ça veut dire pas ça, a priori. Le but, c'est d'essayer d'utiliser au maximum le fonctionnement
naturelle du paysage dans sa capacité à faire exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait un maximum d'eau qui puisse rester le plus longtemps possible et qui puisse être utilisée dans les moments où on en a besoin. Donc le fameux stocker de l'eau quand elle tombe en hiver pour pouvoir la réutiliser en été quand il y en a besoin. Le vivant fait très 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 bien ça par plein d'aspects possibles, à travers le sol, la matière organique présente dans le sol, les sous-sols et notamment les nappes phréatiques, la végétation parce qu'elle est composée en grande partie d'eau et aussi les cycles atmosphériques, du tout petit cycle dont j'ai parlé à l'intérieur de la forêt jusqu'à des cycles un peu plus grands qui peuvent aller jusqu'à les phénomènes de recyclage des précipitations. Alors, je m'arrête quand même un tout petit peu sur cette image parce que évidemment, moi, il y a un truc qui me dérange dans cette photo, mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas forcément ce qui est là, ici, au centre de la photo, mais ce qui me dérange, c'est ce qui se passe là, vous voyez, autour. Parce qu'en fait, là, ce qu'on voit autour, ça, c'est une invitation, c'est un laisser-passer pour le désert. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de parler de créer des ouvrages hydrologiques pour essayer de régler tous les problèmes qu'on a, sans penser qu'en fait, on a passé les 70 dernières années à détruire tout ce qui fait qu'on a de l'eau potentiellement dans nos paysages. Donc, je pense qu'il y a vraiment un ordre de priorité, une réorganisation en fait de notre manière de regarder les paysages. Et il ne faut pas en fait juste s'arrêter sur les problématiques de bassines, de pas bassines, etc. Mais il faut prendre vraiment le taureau par les cornes et réussir à mettre tout le monde le nez. Donc, quand je dis tout le monde, c'est les politiques, évidemment, la profession agricole, évidemment, tous les professionnels qui travaillent sur les aménagements, le paysage. Voilà, et pour réussir à mettre le nez sur en fait, le problème qu'il va falloir résoudre le plus vite possible pour pouvoir faire que ça soit juste un mauvais souvenir dans 50 ou 70 ans, qu'on se souvienne juste qu'on s'était bataillé pour savoir si oui ou non on allait dépenser des millions pour mettre des bassines, parce qu'en fait on aura changé tout ce qu'il y a autour et que du coup ça sera devenu de l'histoire quasi ancienne. Alors, donc, je disais qu'on peut stocker de l'eau de plein de manières différentes, dans le sol, dans le sous-sol, dans la végétation, dans les cycles atmosphériques. Et pour ça, on a 2 stratégies en hydrologie régénérative. La gestion horizontale de l'eau, où l'objectif, c'est ralentir, infiltrer toute l'eau de végétation. 5 minutes, super. Et la gestion verticale, où le but, ça va être d'alimenter les cycles évaporation, condensation. Et pour ça, du coup, on va faire appel à différents corps de métier, différentes stratégies. On va faire de l'hydrologie, on va faire de l'agronomie, on va faire de l'agroforesterie, parce qu'on va avoir besoin d'amener des arbres dans les écosystèmes. Alors quand je dis des arbres, c'est des arbres, des arbustes. On va travailler sur du multi-étagement, donc forcément, on va réfléchir à différentes strates de végétation. Alors ça, c'est une vue aérienne de la pépinière des alvéoles. Donc c'est là où j'ai travaillé ces 3 dernières années. On est dans la Drôme, sur les contreforts du Vercors. Et vous voyez que le paysage a été aménagé de manière un peu particulière, puisque en fait, la gestion de l'eau, c'est la priorité des priorités chez nous. D'abord, du fait des changements climatiques, du fait aussi qu'on est sur un sol qui est très peu profond, qui est très argileux, avec des problématiques d'hydromorphie en hiver, avec des problématiques de sol sec en été. Et donc, on a eu vraiment besoin de travailler à fond sur la lecture topographique de notre site pour essayer d'organiser l'eau en créant plein de petites zones où on peut capter, infiltrer l'eau quand elle tombe. Et puis, évidemment, travailler sur notre sol pour essayer d'avoir un sol qui soit le plus propice pour nous, pour la production de nos arbres. Alors là, on travaille sur le triptyque. Alors c'est un autre lieu, on est sur une parcelle en viticulture, on est sur le fameux triptyque, donc gestion de l'eau, l'eau étant la priorité. Ensuite, les arbres en deuxième, donc là on fait de la vitiforesterie, on met des arbres en interculture au milieu des vignes. Et puis un couvre-sol permanent pour essayer de jouer à la fois sur l'effet sol couvert qui va du coup permettre d'avoir un sol aéré, de limiter l'impact direct de la pluie sur le sol, l'impact direct du rayonnement solaire aussi sur la vie du sol. 95% de la vie du sol est photosensible, donc dès qu'on met un sol à nu, en fait on tue la vie qui est présente, en tout cas sur les premiers centimètres. Donc voilà, on joue là-dessus et on joue aussi sur l'enrichissement à moyen terme en faisant de la culture d'engrais verts pour améliorer les sols. Alors, il y a des exemples qui existent à l'étranger d'application de l'hydrologie régénérative à grande échelle. C'était, je crois, la fin de l'intervention de Mickaël juste avant, la question du changement d'échelle, changer d'échelle. Je vous invite notamment à aller voir cet exemple en Inde, dans l'état du Maharashtra, un vaste programme d'hydrologie régénérative qui a été mené sous forme ils ont appelé ça la coupe de l'eau, la Water Cup.
Et donc c'est littéralement un challenge proposé à différents villages qui pouvaient s'affronter pour essayer de réorganiser l'intégralité de leur paysage. Alors au début de la vidéo, vous pouvez aller voir en tapant India's Water Revolution, il y a une série sur le sujet. La première vidéo a été sous-titrée en français. Donc sur YouTube, là, vous allez mettre les sous-titrages. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au début de la vidéo, on voit qu'on distribue l'eau sous forme de camions-citernes qui amènent de l'eau dans les villages. Et puis à la fin, on voit qu'en fait, voilà, on a les sources recoulent, on a de nouveau de l'eau présente une partie de l'année, et on est de nouveau capable de faire de l'agriculture, on gagne en autonomie alimentaire, etc., etc. Il y a un gros projet en Slovaquie, à l'échelle d'une région, la région de Košice, c'est 400 millions d'euros sur 10 ans, c'est à peu près l'échelle d'une région française, donc ça vous donne un peu une idée du programme, avec voilà, exactement tout ce que je vous ai décrit là, qui est mis en place, et avec explicitement dans la résolution prise par le gouvernement régional de Košice, le fait que c'est un programme au service de la régénération des cycles de l'eau et explicitement la notion d'eau verte. Alors derrière ce programme en Slovaquie, il y a un chercheur qui est très en pointe sur ces sujets qui s'appelle Michal Kravčík et qui lui parle du petit cycle de l'eau, donc small cycle. En niveau international, c'est une terminologie que vous pourrez rencontrer si vous vous intéressez au sujet. Malheureusement en France, le petit cycle de l'eau s'était déjà pris pour autre chose et donc du coup on a préféré le terme eau verte qui du coup permet de ne pas créer de confusion entre les deux. Et en France, du coup, j'ai pas mis l'exemple. Oui, donc il y a un document qui a été fait, un livre blanc qui a été fait par les Slovaques, qui s'appelle donc Water for Climate Healing, et qui est du coup est un peu une référence pour l'instant. Il est en train d'être traduit en français. Il y a un éditeur français qui s'est intéressé au sujet et qui est en train d'essayer d'en faire une traduction. Donc on aura sûrement bientôt la possibilité de le lire en français. Voilà, donc l'hydrologie régénérative, c'est la science de la régénération des cycles de l'eau douce par l'aménagement du territoire. Ça s'appuie sur en fait un changement de paradigme. On arrête de voir l'eau comme un gâteau qu'il faudrait se partager. On arrête d'essayer d'être dans cette logique il va falloir se battre pour essayer d'avoir la plus grosse quantité d'eau et pourquoi lui il a eu le droit à autant et pourquoi moi j'ai pas le droit d'en avoir aussi. Et en fait on découvre qu'on peut ensemble, on peut s'organiser, s'allier les uns les autres pour cultiver l'eau, pour faire en sorte que cette ressource, en fait, elle devienne plus abondante si on décide de le faire ensemble et si on s'en donne les moyens. Ça va nous permettre d'améliorer notre disponibilité pour nous les humains, mais ça va aussi améliorer la disponibilité de l'eau pour l'ensemble du vivant. Et du coup, ça fait un petit pont avec les notions de biodiversité notamment, parce qu'il faut le gîte, il faut le couvert, mais il va falloir aussi de l'eau si on veut avoir d'autres formes de vie qui puissent survivre en dehors de nous sur Terre. Voilà. Alors, conclusion, les 10 fonctions du paysage régénératif. Ralentir efficacement l'eau de précipitation, répartir cette eau horizontalement dans le paysage, l'infiltrer, stocker un maximum d'eau directement dans le paysage, renvoyer l'eau dans l'atmosphère par l'évapotranspiration, offrir des microclimats plus propices, donc notamment on va travailler sur le stockage de l'azote, le stockage du carbone, il y a plein de choses à faire là-dessus. Recycler efficacement l'humidité en utilisant les plantes condensatrices, encourager la dynamique évaporation, condensation en essayant de créer des paysages en boîte à œufs, héberger naturellement une grande quantité de ces bactéries glacogènes qui sont présentes sur les feuilles des végétaux et limiter aussi les besoins en pompage en eau bleue parce que ça aide pas. Plus on fait du pompage et plus on assèche par ailleurs. Donc on a besoin aussi d'avoir une stratégie de sobriété malgré tout sur notre façon d'utiliser l'eau qui n'est pas facilement renouvelable et notamment l'eau qui est présente en profondeur dans nos sols. Voilà à quoi peut ressembler le projet de paysage régénératif. En tout cas, je vous encourage à avancer dans cette direction et je vous remercie de votre attention. Merci Samuel pour cette intervention. Tu peux rester là, on a peut-être le temps de prendre quelques questions. En t'écoutant, ça me faisait penser à l'homme qui plantait des arbres de Giono, dont le personnage faisait de l'hydrologie régénérative avant tout le monde. Et c'est ça, exactement, tout à fait. Alors, vous avez certainement des questions. Je pense que ces principes, ils sont simples, c'est aussi du bon sens, et il y a beaucoup de choses qui sont complètement applicables au milieu urbain. Alors, est-ce que... Projecteur. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Paul Davas, SAFO, à l'appareil. Juste, je rebondis sur une chose, parce que j'ai étudié ça dans le temps, un temps lointain. Bactéries glaciogènes, bon, ça ne fera peut-être pas plaisir à nos amis qui font les vergers, parce que c'est celles aussi qui sont responsables des gels importants
notamment le printanier. Tout à fait. Donc voilà, donc, il faut aussi pouvoir arriver à gérer les deux, quoi. Tout à fait. Alors, d'autres questions? Levez la main. Juste au passage, c'est d'ailleurs comme ça que Cindy Morris s'est intéressée aux bactéries glaçogènes. C'est qu'elle, en tant que directrice de recherche spécialisée en phytopathologie, elle a d'abord rencontré Pseudomonas syringae comme un pathogène des cultures, et notamment en arboriculture. Donc il y a effectivement un lien entre les deux. Quelqu'un d'autre? Je voudrais juste ajouter quelque chose, que 500 mm d'évapotranspiration va provoquer 750 mm de pluie. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à l'eau verte, plus vous évaporez, plus vous avez de pluie. Super, merci. Je ne connaissais pas ce chiffre. Je veux bien la source, ça m'intéresse. Une question. Est-ce qu'il y a des modèles qui permettent d'évaluer par rapport à la quantité d'arbres en ville la proportion d'eau verte que ça va générer? Tout à fait. Et à quelle échelle on peut vraiment avoir une mesure cohérente? Ok, merci. Ouais. Je redonne la parole pour la source. La source, Laurent Denise. Ah oui. Vert de Terre Production. Ok. Alors je rebondis là-dessus avant de répondre. Juste, donc moi j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec Laurent Denise et avec l'association pour une hydrologie régénérative. On a des échanges régulièrement avec lui. On partage pas mal de choses sur les constats et sur les sujets de recherche. On a des curiosités en commun et on a aussi quelques divergences sur comment ça peut être transcrit dans notre manière de l'appliquer, notamment vis-à-vis du monde agricole. Et notamment sur la thématique de est-ce que du coup on ne se limite pas du tout dans les stratégies de pompage pour l'irrigation, ou est-ce qu'en fait s'il y a quand même une sorte de compromis à trouver. Voilà. Mais donc ceci étant dit, je vous invite à aller voir les travaux de Laurent Denise pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter. Sur les modèles, donc en fait il existe des modèles depuis le tout début de la climatologie moderne. Il y a des modèles tous les modèles prennent en compte le recyclage des précipitations et donc la part d'eau verte dans les précipitations. Donc ça, c'est dans tous les travaux, y compris ceux qui sont repris par le GIEC, etc. On trouve ces informations-là. C'est pas forcément facile d'ailleurs de s'y retrouver pour des non-spécialistes, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Il y a des études qui ont été menées à des échelles régionales, notamment, moi j'en connais plusieurs qui ont été faites. Une qui a été faite en lien avec la déforestation de l'Amazonie et des conséquences climatiques sur les régions qui sont situées à l'ouest et au sud-ouest de la forêt amazonienne. Et une autre expérience qui est très intéressante, qui est dans le sud-ouest de l'Australie. Il se trouve que dans le sud-ouest de l'Australie, il y a eu un programme agricole qui a été mené à une période au début du XXe siècle, qui a radicalement transformé la pluviométrie localement. Sur une échelle de quelques milliers d'hectares, on va dire, et qui reste un objet hyper intéressant et très étudié parce qu'en fait, on voit vraiment l'impact du changement d'affectation des sols et de la transformation agricole du territoire sur le climat. Donc, ça montre que, alors à l'échelle ultra locale, c'est difficile à faire. Il y a des agro-éco-climatologues, comme par exemple Cédric Cabrol, qui ont fait des petites projections, notamment sur la ville de Toulouse. Lui, il a fait à l'échelle de la ville de Toulouse, il a fait des projections, mais ça reste assez expérimental pour le moment. Et on ne peut pas dire que ce soit des choses qui soient ultra fiables, mais quand même, ça donne des idées de comment l'impact. Il a comparé par exemple l'impact de la ville de Castres et celle de Toulouse, qui sont deux villes qui ont des formes d'urbanisme assez différentes. Et voilà, pour pouvoir montrer que ça a des conséquences sur le climat qui sont assez différentes. Mais voilà, ça reste pour l'instant assez embryonnaire, ce type d'études à si petite échelle. Pour l'instant, on a surtout des choses à grande échelle. Il y a une question, mais avant moi j'avais une petite question personnelle. Je me disais finalement, peut-être une des difficultés, ça va être les solidarités interrégionales. Parce que finalement, le territoire qui va générer de l'eau verte va peut-être bénéficier au territoire voisin. Et donc il faut dézoomer aussi pour avoir une réflexion plus globale, plus systémique sur la manière d'aménager le territoire. Complètement. C'est pour ça que j'ai parlé de géopolitique. En fait, nous, la France... en Europe, comme on est directement sur le front océanique, en fait, on est beaucoup moins dépendant de l'eau verte que nos voisins. Et en fait, aussi bien qu'il peut y avoir des problématiques géopolitiques quand il y a un fleuve qui traverse des frontières et que du coup, il y a des gens qui sont en amont, un pays qui est en amont, d'autres qui est en aval. En fait, nous, on a le même phénomène. On va avoir le même genre de dialogue avec l'Allemagne et notamment les pays d'Europe de l'Est qui sont directement dépendants de la façon dont nous, on renvoie ou pas de l'eau à travers nos paysages.
Et donc à partir du moment où ça va rentrer dans les consciences qu'en fait, attendez, mais vous faites des céréales à tout va en France, et nous les Allemands, on commence en fait à en subir les conséquences. Et ça va poser d'autres questions dans la discussion qu'on va avoir au niveau international. Et après, au niveau interrégional, il se passe exactement la même chose entre, par exemple, le bassin parisien et le nord-est de la France. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le nord-est de la France, notamment la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, etc., il y a des choses assez compliquées qui se passent aujourd'hui avec les cycles de l'eau. Et eux sont dépendants de la façon dont le bassin parisien est organisé. Alors, une dernière question, Mickaël. Merci. Petite question sur les plantes condensatrices. Ouais. Est-ce que c'est lié à leur propriété ou est-ce que c'est plutôt lié à là où elles sont? Voilà. Est-ce que c'est lié spécifiquement à une espèce auquel on peut identifier des espèces favorisant, ou est-ce que c'est plus compliqué? Oui, alors c'est plutôt... les deux jouent. C'est-à-dire que des plantes qui ne sont pas des plantes condensatrices, c'est-à-dire qui ne se sont pas développées, dont la niche écologique, si je parle comme ça, dont la niche écologique c'est pas construite autour de la possibilité de condenser et de restituer l'eau, on peut quand même, en créant des systèmes multi-étagés, jouer et alimenter des petits cycles de l'eau. Mais en fait, c'est surtout ces plantes-là, les plantes qui sont... alors dedans, il y a notamment le sureau, le noisetier, enfin il y en a beaucoup qu'en fait on utilise, qui sont des plantes qui ont développé ces propriétés d'être des plantes condensatrices. En général, ce sont des plantes, on dit les plantes à parois froides, parce que justement, elles jouent sur les différentiels de température pendant la journée pour pouvoir créer de la condensation au niveau de leurs feuilles et ensuite pouvoir renvoyer cette eau et la restituer par leurs racines et en faisant des alliances complexes avec des champignons. Donc il y a du monde dans cette symbiose. Si je peux me permettre d'ajouter, il faut qu'il y ait des systèmes de vortex, c'est-à-dire que si vous avez une végétation qui est toute à la même hauteur, ça ne va pas se passer. Ça va être un mélange de température entre la température, la cime des arbres et ce qui est au pied des arbres. Et je crois que comme pour le lierre, c'est des cellules qu'on appelle idioplastes ou ibioplastes qui ont cette fonctionnalité. Tout à fait. Merci pour ces détails. Merci. À une dernière question, parce qu'on va prendre du retard. Nicolas, c'est la censure qui s'applique. Faut changer de micro. Non, juste une petite question rapide. Qu'en est-il chez nos voisins européens sur l'hydrologie régénérative? Est-ce qu'ils sont plus en avance que nous? Comment ils fonctionnent? Alors en dehors de la Slovaquie qui a clairement pris un temps d'avance, sinon tout le monde en est à peu près au même stade, c'est-à-dire que il y a des projets d'hydrologie régénérative à l'échelle souvent de la parcelle, parfois sur des ensembles type des fermes ou des petits bassins versants qui sont en train de se monter un peu partout en même temps. Donc notamment, nous, on en suit, avec les collègues, on en suit en Espagne, au Portugal. Et voilà, et donc on en est à peu près au même stade. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de vrais projets d'ampleur et surtout, il n'y a pas vraiment une appropriation encore tout à fait à l'échelon politique, mais ça avance hyper vite et notamment en France, les agences de l'eau. Donc nous, on a créé l'association pour l'hydrologie régénérative fin 2022. Courant 2023, on a rencontré quasiment toutes les agences de l'eau en France qui se sont passé le mot et qui ont décidé de mettre de l'argent pour financer des programmes expérimentaux. Donc ça a vraiment le vent en poupe, quoi. Tout le monde veut savoir ce que ça va donner et tester et y aller, quoi. Donc allez-y, c'est vraiment le moment. Merci Samuel. Une brique de plus.